Bonjour à tous. Donc, maintenant, on va un petit peu rentrer dans le cœur de cette formation de conseiller en accessibilité, puisque l'accessibilité, c'est un domaine plein de bon sens, mais ça n'en reste pas moins une matière très très complexe. Donc, on va un petit peu voir lors de la formation de conseiller en accessibilité qui elle concerne, les domaines qui vont être abordés, et aussi l'avenir de cette profession. Alors, l'objectif général de cette formation, c'est de transmettre des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en matière d'accessibilité de l'environnement, et plus particulièrement l'environnement physique qui compose l'espace public, c'est-à-dire des bâtiments, des sites, des voiries, des transports publics aussi, ainsi que tout ce qui participe à leur fonctionnement respectif. Vous vous en doutez, vu qu'il y a différents secteurs, bâtiments, voiries, événements, transports en commun, tous ces secteurs sont eux-mêmes composés de différents profils professionnels. Tous ces profils bien différents sont pour autant complémentaires. Ils doivent donc tous acquérir un langage commun autour de l'accessibilité, raisonner et se coordonner ensemble pour avoir une vision transversale de l'accessibilité. Parce que l'accessibilité, on la compare souvent à une chaîne constituée de plein de maillons, mais une fois qu'un maillon est brisé ou n'est pas représenté, c'est toute l'accessibilité qui s'en va. Donc il est vraiment indispensable que tous les acteurs aient cette vision transversale de l'accessibilité. La formation de conseiller en accessibilité, c'est une formation, mais derrière ça se cachent deux pratiques professionnelles. Le deux pouvant être mis entre guillemets, on va le voir, puisqu'il y a la formation, il y a le métier de conseiller en accessibilité à part entière, mais il y a aussi l'implémentation de tous les savoirs liés à l'accessibilité au sein d'un exercice professionnel bien précis. Les deux sont indispensables. Alors, le conseiller en accessibilité, il va jouer le rôle d'interface entre les différents interlocuteurs, que ce soit des acteurs techniques, politiques, des personnes à mobilité réduite. Il informe chacun de ces acteurs et essaye de concilier les éventuelles opinions et attentes divergentes. Il apprend aussi à appréhender les contraintes de chacun. Il connaît bien évidemment les différentes situations de handicap et il inscrit sa démarche dans une mission de collaboration entre tous ses interlocuteurs. On peut aussi exercer le métier de conseiller en accessibilité au sein d'une profession bien précise. En fait, l'objectif de résultat est le même, c'est vraiment l'échelle et la vision transversale qui va différer. Si on prend l'exemple d'un architecte, il va sensibiliser son client, il va sensibiliser l'entrepreneur, le coordinateur sécurité santé, mais dans le cadre d'une mission qui concernerait la construction d'un bâtiment, il ne va peut-être pas se retourner vers le monde politique et d'autres acteurs qui sortent de la sphère de sa mission. Alors vous voyez ici le contenu de la formation, qui est la formation de base qui se déroule en 16 jours et qui suit 7 modules. C'est une formation qui est encore fort généraliste mais transversale. Et ces savoirs généralistes, ils sont nécessaires puisque, comme vous l'avez vu, secteur des bâtiments, des transports publics, des voiries, tout ça est bien différent. Il faut avoir des balises communes. Donc il est vraiment nécessaire, avant d'en arriver à des modules de formation continuée, d'avoir vraiment un tronc commun avec tous ces savoirs généralistes. On va un petit peu voir maintenant en détail ce que l'on va chercher
à transmettre comme savoir, savoir-faire et savoir-être dans cette formation, sans entrer dans tout le détail de chaque module, puisque bon, le développement serait un peu trop long pour notre temps de parole d'aujourd'hui. Donc bien évidemment, le premier point qu'on va devoir aborder, c'est de s'attacher à comprendre à qui on s'adresse. Comme Vincent vous en a fait part tout à l'heure, il y a bien évidemment les personnes qui sont en situation de handicap. Ça, c'est un premier public qu'on identifie assez vite, quoique là derrière, souvent, on identifie plus particulièrement la personne en fauteuil roulant et parfois un peu moins d'autres types de situations de handicap, les jeunes enfants et les personnes vieillissantes. Et vous voyez aussi dans les petits pictogrammes qui sont représentés tout à la fin, vous avez aussi de petits pictogrammes de personnes valides, en tout cas en apparence, puisque le handicap n'est pas toujours visible. On va ensuite s'attacher, une fois qu'on aura identifié le public, à comprendre leurs besoins environnementaux. Lors de cette formation, pour bien comprendre ces besoins, rien de tel que les mises en situation. Ça, c'est vraiment la façon la plus concrète d'intégrer la matière. Une fois qu'on l'a testée, on n'a plus du tout de difficulté à comprendre le besoin. Après, y répondre, c'est autre chose, mais au moins, on n'agit plus avec uniquement nos réflexes propres. Lors de la formation, ces besoins environnementaux, on va aussi échanger avec des personnes ressources, personnes qui sont en situation de handicap, mais qui ne vont pas parler en leur nom propre, en fonction de leurs besoins personnels, mais en fonction des besoins de la famille de situation de handicap à laquelle ils appartiennent. Ce temps d'échange avec les PMR, ce sera aussi un moment pour briser les tabous. Ça permettra beaucoup plus facilement après aux conseillers en accessibilité, mais même aux professionnels, à communiquer beaucoup plus facilement sans avoir cette gêne. Alors, il y a bien évidemment le public PMR, mais comme Vincent vous l'a dit, c'est un public plus large. Les consommateurs d'accessibilité sont aussi les amis, les collègues. Mais l'accessibilité, en général, va participer à notre confort à tous. Donc la formation sera aussi le moment d'intégrer les notions de conception universelle. Bon, il y a bien évidemment une part d'utopie et de réalité dans la conception universelle, mais il y a quand même cette part de réalité à mettre en avant et qui participe à notre confort à tous. Par la suite, une fois qu'on a identifié les besoins, il faut évidemment trouver des réponses. On a les critères d'accessibilité, ce sont les premiers réflexes à avoir quand on s'attache à développer un projet qui concerne la voirie, les transports en commun, les bâtiments, la gestion d'un événement. Il va falloir vraiment comprendre ces critères, leur donner des réponses. Elles sont vues au travers de 10 critères d'accessibilité. 10 critères d'accessibilité, quand on voit toutes les problématiques touchées, ça paraît peu. C'est parce qu'elles sont encore vues de façon très très généraliste. Au fil de la formation de base, mais aussi de formation continuée, les réponses apportées à ces critères d'accessibilité seront bien évidemment de plus en plus précisées. Mais déjà lors de la formation, des exercices d'audit de bâtiments, de transport, de voirie sont réalisés et l'approche se fait de plus en plus fine. Mais il ne suffit pas pour être
conseiller en accessibilité de comprendre uniquement les besoins des personnes en situation de handicap. Il faut bien évidemment comprendre les besoins des professionnels qui vont devoir mettre en scène tous ces besoins-là. Sinon, le conseil qu'on pourrait donner, s'il n'est pas réaliste ou réalisable, ça n'est plus un bon conseil. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel d'avoir à la fois conscience des besoins des personnes en situation de handicap et des professionnels qui les mettront en œuvre. Lors de la formation, on a donc mis en contact les futurs conseillers en accessibilité avec des professionnels qui organisent des événements, qui gèrent la sécurité des chantiers, qui gèrent des transports en commun, pour vraiment pouvoir donner une vision la plus large possible des contraintes de chacun. Alors, il est bien évidemment essentiel aussi que le conseiller en accessibilité inscrive l'accessibilité dans un cadre cohérent et structuré. Et ça, tant à l'échelle macro qu'à l'échelle micro. L'échelle micro, comprenez par là votre bâtiment propre ou votre transport en commun, et après, de plus en plus précisément, chaque élément qui va le composer. Et à l'échelle macro, on a tendance à l'oublier, mais tout l'aménagement du territoire doit aussi se préoccuper de l'accessibilité. Au niveau de l'échelle macro, on va notamment développer des méthodologies de travail qui vont tourner autour de l'itinéraire structurant. À l'échelle micro, ce qu'on appelle, nous, la méthodologie CQE, stationner, entrer, circuler, utiliser, évacuer. En fait, ce sont toutes des logiques de déplacement, logiques d'usage, parce que trop souvent, un bâtiment accessible, on le résume à une porte d'entrée accessible, mais on n'a pas de réel usage alors de la fonction, donc ça n'est pas une accessibilité réelle. Donc on va vraiment travailler, donner des clés de méthodologie de travail pour pouvoir développer une accessibilité dans un cadre cohérent. Mais évidemment, notre environnement, il est déjà fort existant. Donc on va de temps en temps avoir des problèmes d'ajustement entre l'environnement existant et les besoins de chacun. Ce sera aussi l'occasion de développer la notion d'aménagement raisonnable. Lors de la formation, on s'attachera aussi à comprendre le cadre législatif. Alors tout d'abord, ça va être tout simplement apprendre à lire un texte de loi, parce que, on l'a vu, le nombre de professionnels est très varié, donc tout le monde n'a pas eu forcément l'occasion d'approcher un texte de loi, donc comment on le lit, comment on le décortique, et puis on rentrera vraiment dans le détail des textes de loi. Là, on a deux regards. On a l'accessibilité des infrastructures et de l'environnement, c'est bien certain, mais aussi le droit des personnes handicapées. Mais ce cadre législatif, il est très complexe. Il va falloir apprendre à jouer avec, à coordonner, à ajuster le tir et aussi à faire des relais, puisque le conseiller en accessibilité à part entière va être aussi un très bon acteur pour retourner vers le législateur ou les décideurs politiques par rapport aux éventuels problèmes d'interprétation ou populations qui n'auraient pas été inclus dans la réglementation. Puisque en matière de déficience cognitive ou certaines déficiences sensorielles, il y a très peu de choses au niveau de législation des infrastructures qui va permettre un développement de tout ça. Alors, lors de la formation, les conseillers en accessibilité ont eu l'occasion de rencontrer des représentants de services d'urbanisme et autres, à nouveau pour entendre leurs difficultés et se faire une meilleure idée de la coordination possible de toutes ces problématiques.
La formation va aussi s'attacher à développer un langage commun pour être bien certain que tout le monde se fait la même image derrière un terme et pas qu'on ait un multiple vocabulaire avec un même usage derrière. Alors ce vocabulaire, bon, vous voyez ici quelques extraits derrière moi, bon, ça va s'attacher à décrire ce qu'est une ligne guide, une aire de manœuvre, de transfert, mais parfois aussi décrire des aides techniques ou mettre des mots sur des situations de handicap pour vraiment que tout le monde puisse user d'un vocabulaire commun. On s'attachera aussi à voir comment communiquer l'accessibilité. Quand est-ce qu'on va en parler, avec qui, avec quels moyens? Alors, on va apprendre ça au sein de la formation par des jeux de rôle, par des essais de rédaction de rapports et de communication verbale de ceux-ci, à communiquer avec différents acteurs, peut-être certains avec qui on est moins à l'aise. Mais en termes de communication, on va aussi s'attacher à développer des valeurs éthiques et de transparence, que c'est bien évident que de temps en temps, avec l'environnement existant, avec le cadre législatif existant, des contraintes techniques, on va être bloqué. On n'a pas toujours non plus une réponse technique qui existe et il faut pouvoir communiquer de façon transparente sur tous ces sujets. On s'attachera aussi à identifier les ressources pour que le conseiller en accessibilité sache où il peut trouver l'information et qu'il puisse ensuite diffuser toutes ces sources d'informations aux différents interlocuteurs qu'il aura autour de lui. Identifier les ressources, ça va être identifier des acteurs du réseau d'accessibilité. Alors vous avez là le petit logo du CAWAB, parce que c'était bien difficile de mettre aussi tous les logos de toutes les associations, mais c'est aussi très bien d'avoir justement un lieu de réunion de tout ce qui existe comme ça. Mais ce sont aussi des ressources écrites. Vous avez là le guide d'aide à la conception que vous avez pu découvrir ce matin. Il y a son équivalent en matière de voirie, de transport, et aussi des petits livrets qui s'attacheront autour des notions d'aménagement raisonnable, puisque là, ça devient de plus en plus complexe à réaliser. On organisera aussi des rencontres avec différents interlocuteurs, présenter les normes qui existent, enfin, essayer de varier un maximum le type de ressources sur tous les domaines présents. Donc voilà, cette formation de base, ce tronc commun, après il faudra le développer en modules spécialisés qui seront complémentaires et spécifiques à chaque secteur professionnel. La formation de conseiller en accessibilité, elle est orientée vers l'avenir. Pourquoi? Parce que l'accessibilité, c'est un domaine en constante évolution. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, ce qui est bien heureux, puisque le développement des aides techniques, de la technologie et de la technique en général permet toujours une inclusion de plus en plus importante. Mais plus évidemment l'accessibilité va se développer, plus la coordination de toutes ces données va devenir complexe et spécialisée. C'est pour ça que c'est important aussi, en dehors d'un conseiller en accessibilité qui exercerait cette profession à part entière, il est indispensable de conserver des acteurs qui vont l'intégrer à l'exercice propre de leur profession pour garder cette maîtrise technique et pouvoir relayer après auprès des conseillers techniques pour vraiment avoir toujours cette vision transversale. Un métier orienté vers l'avenir aussi parce que la Belgique, à ce jour, elle compte très très peu de conseillers en accessibilité. Il faut assurer la relève et aussi augmenter le nombre de conseillers pour avoir une représentation beaucoup plus large de toutes les professions au sein des conseillers en accessibilité. Puisque pour le moment, on est fort orienté
architecte, urbaniste, paysagiste et quelques métiers autour de l'aide à la personne, mais ça reste encore très très limité. On aimerait avoir aussi des designers et des tas d'autres professions qui pourraient développer vraiment l'accessibilité pour rendre l'environnement effectivement accessible. Voilà, je vais repasser la parole à Vincent pour conclure. Bien, merci Nadia. Alors, effectivement, j'ai entendu derrière moi, 16 jours, c'est long. C'est long et en même temps c'est très court. On a réussi à modéliser une formation qui va vous donner, ou qui pourrait vous donner le goût de l'accessibilité, le goût de changer les choses, mais comme le disait ma collègue, il faudra approfondir derrière, de toute façon. Une chose essentielle dans ce métier, dans ce futur métier, il existe, mais il n'existe que dans nos associations professionnelles en accessibilité. On a eu l'occasion de donner 2 sessions de formation de 16 jours à des architectes d'intérieur, etc. Bon, ben voilà, il y en a une trentaine qui sont sortis de ces 2 promotions. On reçoit des demandes pour que des sessions soient réorganisées, donc on y travaille. Mais ce qui est important, c'est que, vous l'avez vu, même si on a modélisé, on est quand même encore dans quelque chose qui est un peu laboratoire. Et pour que quelque chose qui est en train d'être testé puisse grandir, garder le meilleur et améliorer ce qui doit l'être, il est nécessaire de créer un réseau. Et donc ça aussi, c'est une chose qu'on a voulu, à laquelle on a été attentif, c'est que quand on a comme ça des acteurs qui suivent ce cursus, on souhaite qu'ils restent en contact entre eux, qu'il y ait cette notion de réseau pour qu'on puisse faire appel à l'aide, mais surtout qu'on puisse aussi partager de nouvelles pratiques. Parce que l'accessibilité, même si, je vous dis, il y a des législations qui sont là depuis 40 ans, l'accessibilité, ça reste un secteur en devenir, et ça devient... Quoi qu'on y fasse, même si on ne veut pas, ça deviendra quelque chose d'incontournable dans les années qui viennent. Sans cela, on va avoir une société complètement cloisonnée et nous n'aurons jamais les moyens de nous payer cette société cloisonnée. On va être obligé de la rendre accessible pour que nous puissions tous rester chez nous le plus longtemps possible et peut-être en se déplaçant le plus possible en autonomie. Voilà, alors il nous reste quelques minutes pour répondre à quelques questions, s'il y en a dans la salle. Donc n'hésitez pas à lever le bras, c'est ma collègue qui vous interpellera, parce que moi, je ne vous voyant pas, vous risquez d'avoir mal au bras avant que je vous désigne. Mais s'il y a une question, n'hésitez pas. Alors là, je vais laisser la parole à Nadia, qui est architecte et qui a souvent travaillé dans les écoles, justement en architecture, pour apporter un peu plus que ce qui n'est déjà. Ici, parce que l'autre a cassé. Normalement, il y a une obligation d'intégrer l'accessibilité dans tous les cursus scolaires, quels qu'ils soient. Ce n'est pas uniquement lié à l'architecture. Seulement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore effectif. Et quand on dit que tous les maillons doivent être formés dans un secteur, ça passe bien évidemment aussi par les enseignants. Et à ce jour, ils se sentent fort démunis pour intégrer l'accessibilité à leur cursus. Ce sont des matières très vastes, il y a beaucoup de liens. Et à ce jour, il y a des petites actions ponctuelles qui sont faites, des petits exercices. Si je pense aux facultés d'architecture à Liège, il y a notamment le concours d'accessibilité d'architecture.
Mais voilà, pour l'instant, ça reste fort à l'initiative de chacun, avec les moyens de chacun. Donc, d'où la nécessité aussi que nous proposions, pour l'instant en tout cas, une formation de conseiller en accessibilité, puisqu'il faut créer maintenant le relais. Et bon, ce réseau, quand il sera opérationnel, à ce moment-là, bien, je pense que tout sera intégré dans les cursus très variés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Donc, monsieur ? Ça a d'ailleurs été rappelé dans l'article 9 de la Convention des Nations Unies. Il est aussi mis très clairement que les États qui signent la Convention ont pour obligation de former les acteurs qui ont la capacité de mettre l'accessibilité en œuvre. Mais bon, voilà, actuellement, c'est une convention, un texte des Nations Unies, c'est des intentions. Quand la Belgique l'a signé, je suppose que c'était pour aller vers ça, mais on n'y est pas. Ce n'est pas encore contraignant. On progresse, mais évidemment pas assez vite à notre goût. À ce jour, personne n'est contre l'accessibilité, mais personne ne sait comment s'en sortir avec tout ça. D'autres questions ? Oui. À nouveau, c'est vraiment au one-shot. Un ordre des architectes dans une province va intégrer ça dans son petit programme de formation continue ou dans les séances d'information, dans les associations d'architectes. Mais il n'y a pas une vision cohérente et globale, ni de réactivité de la part de l'ordre des architectes par rapport à la formation de ceux-ci en matière d'accessibilité. Oui. Je vais te laisser répondre. Alors, clairement oui, dans le sens où une agence comme la nôtre, Gamma, ou comme le bureau Plain-Pied qui a développé la formation avec nous, nous sommes soutenus financièrement par la WIP. Donc ça, c'est déjà un des éléments. La WIP n'a pas pour vocation de donner elle-même les formations. Son métier, c'est de soutenir une politique d'intégration pour les personnes handicapées. Et donc, la façon de soutenir, c'est justement de soutenir des organes qui ont la capacité de donner ces formations. Donc, il faut savoir que la WIP, depuis plusieurs années, est effectivement très intéressée par cela et nous pousse à ce que cette formation aboutisse et soit vraiment proposée, va-t-on dire, à grande échelle. Donc, clairement, oui, il y a un soutien de la WIP à ce niveau-là. Plus de questions ? Alors, on va vous souhaiter... Ah si. A priori, elle s'adresse à tout le monde. Maintenant, quand on ne sait pas lire un plan ou certains petits documents techniques, bon, bah, c'est parfois pas évident. Mais bon, les tailles des groupes pour conserver de bons échanges restent quand même assez limitées. Et tant que ce sera le cas, je pense que tout le monde peut venir sans prérequis spécifiques. Maintenant, si on en venait à devoir donner ce type de formation dans de grands auditoires avec vraiment un nombre de personnes où on ne pourrait plus avoir cette approche beaucoup plus personnelle, ça deviendrait difficile.
Bien, alors on va vous souhaiter une bonne après-midi et merci pour votre attention. Merci.